Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Peut-on copier pour apprendre à dessiner? Imaginez un apprenti peintre en 1600 dans l'atelier de Rembrandt à Amsterdam. Que fait-il de ses journées? Il copie les œuvres du maître. Il broie ses couleurs, prépare ses toiles, puis passe des heures à reproduire exactement les tableaux de Rembrandt. C'est ainsi qu'on apprend l'art à cette époque. Maintenant, imaginez un étudiant en art aujourd'hui qui copie pixel par pixel une œuvre de Banksy et la publie sur Instagram. Il sera immédiatement accusé de plagiat, de vol, de manque d'originalité. On le couvrira de mépris. Comment un geste qui était la base de l'apprentissage artistique pendant des siècles est-il devenu un crime moral? Cette question révèle un paradoxe profond de notre époque. Nous exigeons l'originalité absolue tout en sachant que personne ne crée dans le vide. Nous condamnons la copie tout en reconnaissant qu'elle a été la méthode d'apprentissage de tous les grands maîtres de l'histoire. Nous célébrons l'inspiration tout en traçant des frontières floues entre inspiration légitime et plagiat condamnable. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question complexe. Peut-on copier pour apprendre à dessiner? Où se situe la frontière entre apprentissage légitime et plagiat condamnable? Comment les maîtres du passé ont-ils appris? Quelle est la place de l'imitation dans la création artistique? Ce podcast n'est pas une justification du plagiat. C'est une exploration nuancée d'un sujet que notre époque a rendu tabou, alors que toute l'histoire de l'art montre que la copie, bien comprise, est un outil d'apprentissage irremplaçable. C'est aussi une méditation sur l'originalité. Qu'est-ce qu'être original? Est-ce créer quelque chose qui n'a jamais existé? Ou est-ce transformer ce qui existe en quelque chose de nouveau? Préparez-vous à remettre en question vos certitudes sur l'originalité, la créativité, l'inspiration et l'apprentissage artistique. Dans l'atelier de Verrocchio à Florence, au XVe siècle, le jeune Leonardo da Vinci ne commence pas par exprimer son génie personnel. Il copie. Il copie les dessins du maître, il copie les sculptures antiques, il copie les œuvres d'autres artistes florentins. Cette méthode n'est pas spécifique à Verrocchio. C'est le système universel de l'apprentissage artistique de la Renaissance. L'apprenti arrive vers 10 ans dans l'atelier. Pendant des années, il broie les couleurs, prépare les toiles, nettoie les pinceaux. Puis, il commence à copier, d'abord les dessins simples, puis les compositions complexes, enfin les tableaux entiers. Michel-Ange, adolescent dans l'atelier de Ghirlandaio, copie les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci. Il les copie si parfaitement qu'il comprend intuitivement les principes de perspective de composition, de volume qui font la grandeur de Masaccio. Cette copie est son éducation. Raphaël, arrivant à Florence, copie systématiquement les cartons de Léonard pour la bataille d'Anghiari. Il ne se contente pas de regarder, il reproduit coup de crayon après coup de crayon. C'est ainsi qu'il assimile le génie de Léonard et développe son propre style. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Académie des Beaux-Arts institutionnalise la copie comme méthode d'enseignement. Les élèves passent des années à copier, d'abord des gravures, puis des moulages de sculptures antiques, puis des œuvres des grands maîtres au Louvre. Enfin, des modèles vivants. Cette hiérarchie n'est pas arbitraire. Elle repose sur une philosophie. Avant de créer, il faut maîtriser le langage. Avant de composer une symphonie, il faut apprendre à lire la musique et à jouer d'un instrument. Avant de peindre des chefs-d'œuvre originaux, il faut comprendre comment les maîtres du passé ont résolu les problèmes de composition, de couleur, de lumière. Ingres, l'un des plus grands dessinateurs de l'histoire, a passé des années à copier Raphaël. Delacroix, révolutionnaire romantique, copiait obsessionnellement Rubens au Louvre. Ces copies n'étaient pas des exercices stériles, c'était une conversation avec les morts, une transmission de savoir tacite, impossible à verbaliser.
la copie académique enseignait aussi l'humilité. En tentant de reproduire un Titien, l'élève réalisait l'immensité du génie du maître. Cette prise de conscience de la difficulté, de la complexité, de la sophistication de l'art véritable formait le caractère autant que la main. En Chine et au Japon, la copie est encore plus centrale à l'apprentissage artistique. Un élève de calligraphie ou de peinture commence par copier exactement les œuvres des maîtres anciens. Pas approximativement, exactement, coup de pinceau par coup de pinceau. Cette méthode repose sur une philosophie différente de l'Occident moderne. L'originalité n'est pas le but initial. Le but est d'absorber physiquement, musculairement, intuitivement le geste du maître. En copiant 1000 fois le même caractère calligraphié par un maître du passé, l'élève ne devient pas un photocopieur, il intériorise les principes qui sous-tendent ce geste. Hokusai, le génie de l'estampe japonaise, a copié des milliers d'œuvres avant de développer son style personnel. Cette copie n'a pas étouffé son originalité, elle l'a nourrie, lui donnant un vocabulaire visuel, une grammaire des formes, une compréhension profonde de la tradition qu'il allait ensuite transformer. Quand on copie un dessin de maître, on ne fait pas qu'imiter, on apprend à voir. Notre œil, non éduqué, perçoit les objets de manière globale, approximative. La copie forme à regarder attentivement. Cette ligne courbe exactement comment? Cette ombre commence précisément où? Ce trait est épais ou fin? Cette éducation du regard est irremplaçable. On peut lire 1000 traités sur le dessin, regarder 1000 tutoriels vidéo, comprendre intellectuellement tous les principes, mais sans l'expérience physique de tracer, de sentir la résistance du papier, de doser la pression, on ne comprend pas vraiment. La copie enseigne aussi l'humilité face à la difficulté. Ce qui semble simple dans l'œuvre du maître révèle sa complexité quand on tente de le reproduire. On réalise que ce trait apparemment spontané résulte de décennies de pratique, que cette composition évidente cache des choix sophistiqués. En copiant, on développe la mémoire musculaire. Les gestes justes s'impriment dans la main. On ne pense plus chaque ligne, on la sent. Cette intelligence corporelle tacite ne peut s'acquérir que par la répétition, l'imitation, la copie patiente. Les grands maîtres ne laissent pas de manuel expliquant leurs techniques. Leurs secrets sont encodés dans leurs œuvres. La seule façon de décoder et de copier est de refaire le chemin qu'ils ont parcouru. En copiant un Rembrandt, on découvre comment il structure ses ombres, comment il guide le regard du spectateur, comment il crée de la profondeur avec des moyens minimaux. Ces principes ne sont pas explicités, ils émergent de la pratique de la copie. Un professeur peut expliquer verbalement la composition en triangle de Raphaël, mais comprendre vraiment cette composition, sentir pourquoi elle fonctionne, nécessite de la reproduire, de sentir l'équilibre des masses, la circulation du regard, la stabilité dynamique qui en résulte. La copie révèle aussi les limites de son propre niveau. On croit comprendre un maître jusqu'à ce qu'on tente de le copier. Alors, on découvre des subtilités qu'on n'avait jamais vues, une variation de ton presque imperceptible, un contour qui n'est pas où on croyait, une transition de valeur d'une délicatesse qu'on ne peut reproduire. Copier un maître, c'est entrer dans un dialogue avec lui. On se pose les mêmes questions qu'il s'est posées. Pourquoi placer cette figure ici? Pourquoi cette couleur plutôt qu'une autre? Pourquoi ce cadrage? En tentant de reproduire ses choix, on comprend sa logique et sa vision. Ce dialogue traverse les siècles,
Picasso copiait Velázquez. Bacon copiait Velázquez. Manet copiait Titien. Ces copies n'étaient pas des exercices scolaires, mais des conversations avec les géants du passé, des tentatives de comprendre leur magie. Francis Bacon a peint des dizaines de variations sur le portrait d'Innocent X de Velázquez. Ces copies, déformées, torturées, ne reproduisent pas l'original. Elles le questionnent, le déforment, l'interrogent. C'est une conversation violente, mais profondément respectueuse avec un maître mort depuis 3 siècles. La question épineuse du plagiat. Si la copie est légitime pour l'apprentissage, où commence le plagiat condamnable? Cette frontière est floue, culturellement déterminée, et a radicalement changé avec le temps. Un critère évident, l'intention. Copier pour apprendre, en reconnaissant sa source, en admettant qu'on imite, c'est légitime. Copier pour vendre, en prétendant que c'est son œuvre originale, c'est du plagiat. La différence réside dans l'honnêteté, pas dans le geste matériel de copier. Deuxième critère, le contexte. Un étudiant qui copie un Picasso dans sa chambre fait un exercice pédagogique. Un artiste professionnel qui expose cette copie en galerie en la signant de son nom commet une fraude. Le même geste change de nature selon le contexte. Troisième critère, la transformation. Copier servilement, pixel par pixel, sans rien ajouter est stérile, même si honnête. Copier en comprenant, en transformant, en faisant sien et créatif. Mais cette frontière reste floue. Combien de transformations faut-il pour que la copie devienne création? L'histoire de l'art est remplie de cas ambigus où la frontière entre inspiration et plagiat devient floue. Manet copie Titien dans Le Déjeuner sur l'herbe, mais transpose la scène dans la France contemporaine. Est-ce du plagiat ou une réinterprétation créative? Appropriation des arts des années 1980. Sherry Levin. Photographie des photographies de Walker Evans et les expose comme siennes. Est-ce du vol ou un commentaire conceptuel sur l'originalité? Les tribunaux et les critiques se divisent. Les mangaka japonais commencent souvent leur carrière en dessinant des doujinshi, fanfiction illustrées reprenant les personnages d'autres créateurs. C'est illégal au sens strict du copyright, mais toléré comme rite de passage. Beaucoup de grands mangaka ont émergé de cette pratique. Le sampling, en musique, pose les mêmes questions. Un DJ qui sample un morceau de James Brown, crée-t-il quelque chose de nouveau ou vole-t-il le travail d'un autre? La réponse dépend de combien il transforme, de comment il l'intègre dans sa propre création. Notre conception moderne du plagiat est profondément liée au copyright, invention relativement récente du XVIIIe siècle. Avant le copyright, la notion d'œuvre comme propriété intellectuelle n'existait pas vraiment. Les artistes copiaient, s'inspiraient, reprenaient sans que personne ne crie au scandale. Le copyright protège les créateurs, leur permet de vivre de leur art. C'est important et légitime, mais il a aussi des effets pervers. Il a créé une obsession de l'originalité absolue, souvent artificielle. Il a rendu difficiles les pratiques d'apprentissage traditionnelles. Un étudiant qui publie sur Instagram sa copie d'un dessin de mangaka peut recevoir un DMCA, takedown. Même si c'est clairement un exercice d'apprentissage, le système ne fait pas la différence entre plagiat commercial et étude pédagogique. Cette rigidité étouffe l'apprentissage. Certains artistes contemporains naviguent intelligemment. Ils copient ouvertement, déclarent leurs sources, présentent le travail comme étude ou hommage. Cette transparence désamorce l'accusation de plagiat tout en permettant l'apprentissage par la copie. Le numérique transforme radicalement la copie comme outil d'apprentissage. On peut maintenant zoomer sur les détails d'un tableau au musée depuis chez soi. On peut superposer son dessin sur l'original en transparence numérique. On peut ralentir des vidéos de dessinateurs au travail pour analyser chaque geste.
Ces outils sont extraordinairement puissants. Un étudiant japonais peut étudier Rembrandt aussi facilement qu'un Parisien. Les barrières géographiques tombent. Les œuvres de tous les musées du monde sont accessibles en haute résolution. Mais ces outils créent aussi de nouvelles tentations. La facilité du copier-coller numérique rend le plagiat trivial. On peut tracer automatiquement une image en vectoriel. Des IA peuvent dessiner dans le style de n'importe quel artiste. La frontière entre étudier un style et le voler devient encore plus floue. YouTube et les plateformes d'apprentissage regorgent de tutoriels. Comment dessiner comme un tel ou comment dessiner comme un tel. Ces tutoriels enseignent-ils un style ou encouragent-ils le clonage? La réponse dépend de comment l'étudiant les utilise, comme point de départ pour développer son propre style ou comme formule à reproduire mécaniquement. Les communautés d'artistes en ligne, DeviantArt, ArtStation, Instagram, ont des normes complexes autour de la copie. Poster une étude d'après photo référencée est généralement accepté si on cite la source. Poster un fan art est toléré, mais poster une copie d'un autre artiste contemporain, même en citant la source, est souvent mal vu. Ces normes communautaires créent une éthique de la copie. On peut s'inspirer, étudier, mais on doit toujours donner crédit, toujours être transparent et surtout toujours chercher à développer son propre style plutôt que de simplement cloner. Certains artistes établis encouragent explicitement la copie à des fins d'apprentissage. Ils publient des breakdowns de leur processus, de pas à pas, des fichiers de travail, des encouragements à leurs fans pour étudier leurs techniques. Cette générosité reconnaît que l'apprentissage par l'imitation est légitime. D'autres sont plus protecteurs, voyant toute copie comme une menace. Cette attitude, bien que compréhensible économiquement, ignore des siècles de tradition artistique où la copie était honorable. Le but ultime de la copie n'est pas de devenir un photocopieur humain, mais de développer son propre style. Comment passe-t-on de l'imitation à l'originalité? Le processus est graduel. On commence par copier servilement. Puis on copie plusieurs maîtres différents. Ces influences multiples se mélangent en nous, créant quelque chose de nouveau. Picasso ne copiait pas qu'un seul maître, mais Velázquez, Goya, Cézanne, l'art africain, l'art ibérique. Cette multiplicité d'influences a créé son style unique. À un certain moment, sans qu'on s'en rende compte, on cesse de copier et on commence à créer. Les influences sont devenues intégrées, digérées, transformées. On ne pense plus comment Rembrandt aurait-il dessiné cela. On dessine instinctivement avec un style qui est devenu le nôtre, même s'il porte en lui l'empreinte de tous nos maîtres. Ce processus d'absorption-transformation est universel. Les musiciens de jazz apprennent en reprenant des standards, puis développent leur propre son. Les écrivains commencent en imitant leurs auteurs favoris, puis trouvent leur voix. Les artistes visuels suivent le même chemin. Notre époque est obsédée par l'originalité. Mais cette obsession repose sur un mythe, l'idée qu'on pourrait créer quelque chose de complètement nouveau, sans précédent, sans influence. Ce mythe est psychologiquement destructeur. Il paralyse les créateurs qui n'osent pas commencer parce que tout a déjà été fait. Il crée une anxiété de l'influence où tout emprunt est vécu comme une faiblesse honteuse. La réalité est plus libératrice. Personne ne crée dans le vide. Tous les artistes sont des héritiers, des continuateurs, des transformateurs. Même les génies les plus originaux, Beethoven, Van Gogh, Picasso, s'appuyaient sur des traditions, reprenaient des éléments de leurs prédécesseurs. L'originalité véritable ne consiste pas à créer ex nihilo, mais à combiner, transformer, réinterpréter les influences de manière personnelle. C'est cette alchimie qui crée le nouveau, pas l'impossible table rase. Comment pratiquer la copie de manière productive? Quelques principes. Copier, varier. Ne pas copier qu'un seul artiste, mais plusieurs, de styles différents. Cette diversité empêche le clonage et enrichit le vocabulaire visuel. Copier analytiquement. Ne pas copier mécaniquement, mais en réfléchissant. Pourquoi ce trait ici? Quel effet cette composition produit-elle? Cette copie réfléchie enseigne plus que la copie automatique. Copier, puis modifier.
Après avoir copié fidèlement, faire des variantes. Changer la lumière, modifier la composition, transformer un détail. Ces expérimentations développent la créativité. Copier de mémoire. Après avoir étudié une œuvre, la reproduire de mémoire. Cette pratique force à comprendre les principes plutôt que de simplement tracer les lignes. Comment s'inspirer sans plagiat? Quelques règles éthiques simples. Transparence. Toujours citer ses sources, reconnaître ses influences. Cette honnêteté désarme les accusations de plagiat et honore ceux qui nous ont inspirés. Transformation. Ne pas copier servilement, mais transformer, réinterpréter, adapter. Plus on transforme, plus on crée quelque chose de nouveau. Multiplicité. Puiser à plusieurs sources plutôt qu'une seule. Un mélange d'influences multiples crée naturellement quelque chose d'original. Attribution. Si on vend une œuvre fortement inspirée, être transparent sur cette inspiration. Ne pas laisser croire qu'on a tout inventé. Il existe un moment magique où l'inspiration cesse d'être copie et devient création. Ce moment arrive quand on a tellement internalisé ces influences qu'elles sont devenues partie de nous. Monet a étudié les estampes japonaises d'Okusai. Cette influence est visible dans ses compositions ou ses cadrages. Mais ces nymphéas ne sont pas des copies d'Okusai. Ils sont du Monet pur, création originale, nourrie, mais non limitée par l'influence japonaise. Ce processus de transformation est la clé. L'inspiration devient création quand on ne reproduit plus consciemment, mais qu'on crée instinctivement avec un vocabulaire visuel enrichi par nos études. Permettez-moi de partager une anecdote révélatrice sur Picasso et les Demoiselles d'Avignon. En 1907, Picasso visite le musée du Trocadéro à Paris, où sont exposées des sculptures africaines. Il est bouleversé. Ces masques, ces formes géométriques, cette puissance expressive le fascinent. Il les dessine, les étudie, les copie obsessionnellement. Quelques mois plus tard, il peint les Demoiselles d'Avignon, œuvre révolutionnaire qui change l'histoire de l'art. Les visages des femmes sont clairement inspirés des masques africains qu'il a copiés. Certains critiques l'accusent de plagiat, d'appropriation culturelle. Picasso ne s'en cache pas. Il reconnaît ouvertement son inspiration africaine. Mais il n'a pas simplement copié. Il a transformé, intégré cette influence dans une vision personnelle, créant quelque chose de radicalement nouveau. Des décennies plus tard, interrogé sur cette œuvre, Picasso dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Cette phrase provocatrice signifie que copier, c'est reproduire servilement, mais voler, c'est prendre, transformer, faire sien. C'est la différence entre imitation stérile et inspiration créative. Cette anecdote révèle que même les œuvres les plus originales de l'histoire de l'art s'appuient sur des influences, des copies, des emprunts. L'originalité n'est jamais absolue. Elle est toujours transformée. En conclusion, mesdames et messieurs, que retenir de cette exploration de la copie comme outil d'apprentissage? D'abord, que la copie a été pendant des siècles la méthode d'apprentissage artistique universelle. Tous les grands maîtres ont copié. Cette pratique n'a pas étouffé leur originalité, elle l'a nourrie. Notre époque, en diabolisant toute copie, a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ensuite, que la frontière entre copie légitime et plagiat, condamnable, existe mais qu'elle est floue, contextuelle, culturellement déterminée. L'intention compte, copier pour apprendre ou pour voler n'est pas la même chose. La transparence compte, reconnaître ses sources ou les cacher change tout. La copie intelligente enseigne ce qu'aucun livre ne peut enseigner, les principes tacites, la logique invisible, la sensibilité pratique des maîtres. En reproduisant leurs gestes, on comprend leur vision. Cette compréhension physique, musculaire, intuitive est irremplaçable. Le mythe de l'originalité absolue est paralysant et faux. Personne ne crée ex nihilo. Le don n'existe pas.
Tous les créateurs sont des héritiers qui transforment ce qu'ils ont reçu. Cette vérité est libératrice. On peut s'appuyer sur les géants du passé sans honte. La transformation est la clé. Copier servilement est stérile. Copier pour comprendre, pour transformer, réinterpréter, faire sien, c'est créer. L'originalité naît de ce processus d'absorption-transformation, pas de la table rase impossible. À l'ère numérique, les outils de copie sont plus puissants que jamais. Cette puissance est une opportunité autant qu'un danger. L'opportunité d'apprendre de tous les maîtres du monde, le danger de se perdre dans le clonage facile sans jamais développer sa propre voix. Les communautés artistiques doivent retrouver une éthique de la copie qui honore la tradition de l'apprentissage par l'imitation tout en protégeant les créateurs du plagiat commercial. Cette éthique existe déjà informellement, mais elle doit être articulée, enseignée et défendue. Pour les artistes en herbe, la leçon est claire. Copier sans honte, mais copier intelligemment. Copier pour comprendre, pas pour cacher. Copier plusieurs maîtres, pas un seul. Copier puis transformer. Et surtout, soyez transparent sur vos influences. L'originalité viendra naturellement, pas malgré la copie mais grâce à elle. Votre style émergera de la synthèse unique de toutes vos influences transformées par votre sensibilité personnelle, votre vécu et votre vision. La copie n'est pas l'ennemi de la créativité, c'est son fondement. C'est l'alphabet avec lequel on apprend à écrire. Une fois l'alphabet maîtrisé, on peut écrire ses propres histoires. Pour conclure cette exploration de la copie et de l'inspiration, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première, si tous les grands maîtres ont appris en copiant, pourquoi notre époque a-t-elle développé une telle phobie de la copie? Cette phobie sert-elle vraiment les intérêts des créateurs? Ou crée-t-elle surtout des barrières artificielles à l'apprentissage? Enfin, à l'heure des IA qui peuvent dessiner dans le style d'eux n'importe quel artiste, comment redéfinir la frontière entre inspiration légitime et plagiat? L'IA qui apprend en copiant des millions d'œuvres est-elle fondamentalement différente d'un humain qui apprend de la même manière? Je vous laisse méditer sur ces questions, convaincu que la copie, bien comprise et bien pratiquée, n'est pas l'ennemi de la créativité, mais son humble serviteur. Elle nous connecte aux maîtres du passé, nous enseigne leur sagesse, nous prépare à créer nos propres œuvres. Copiez donc, mais copiez avec conscience, avec honnêteté, avec l'intention de transformer. Copiez pour apprendre, pas pour voler. Copiez pour comprendre, pas pour vous cacher. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous cesserez de copier. Vous créerez avec votre propre voix, nourrie de toutes les voix que vous avez étudiées. C'est ainsi que naît l'originalité véritable, non dans le rejet arrogant du passé, mais dans sa transformation respectueuse. Merci, et je vous dis à bientôt.